Charles est le guerrier à la tête de l'armée des Francs, et sur cette colline de Poitiers, il fait aujourd'hui face à une armée 3 fois supérieure en nombre et à son ennemi juré, Abd-el-Rahman, qui vient tout juste de sonner l'attaque. Depuis le commencement d'un homme né pour se battre, jusqu'à la bataille qui décida de l'avenir du monde chrétien, aujourd'hui nous découvrons le destin hors norme du marteau légendaire des Francs, Charles Martel. L'histoire débute par un imprévu, un accident en l'an 688 dans le nord-est de la France, lorsque le guerrier franc Pépin d'Herstal découvre la naissance de son fils illégitime, Charles, et décide malgré tout de ramener chez lui cet enfant né d'un amour secret lors d'une guerre lointaine. En ce temps, la lignée des rois de France, les Mérovingiens, descendants du légendaire Clovis, s'occupent très mal de leur héritage et on commence déjà à les surnommer les rois fainéants. Le vrai homme fort du royaume devient très vite Pépin de Herstal, le père de Charles. Pépin est un grand guerrier et un chef de caractère, respecté par les hommes du Nord qui voient en lui le vrai roi des Francs. Même si le sang de Clovis ne coule pas dans ses veines et ne lui accorde pas le titre de roi, Pépin unit les Francs, dirige et surtout protège le royaume sans cesse menacé par des barbares germains païens de l'Est et par les rivalités internes aux Francs eux-mêmes. Nous sommes à une époque où le peuple ne sait pas vraiment si la terre doit encore se nommer Gaule ou Francie, mais déjà le christianisme a eu le temps d'imprégner profondément les âmes, et pour les anciens Gaulois ou Gallo-Romains, ce n'est qu'une question de temps pour que le monde ne les connaisse sous le nom de Français. Le fier Pépin règne donc réellement sur ces terres, mais aujourd'hui sa femme légitime commence à le détester, car en ce jour, Pépin a ramené de la guerre, bien plus que ses victoires habituelles, une autre femme, et pire, un fils. Et l'intelligente Plectrude ne considérera jamais autrement le petit Charles que comme le bâtard de son mari qui menace ses ambitions. Charles prend son père en modèle, et Pépin le sent, ce fils moins légitime tient beaucoup trop de lui, son caractère attire trop l'attention, et les regards méfiants que sa propre femme jette sur cet enfant lui font prendre une décision difficile. Pépin décide d'éloigner Charles très tôt. Il l'envoie chez des amis pour qu'il apprenne à se battre. Charles, le petit prince, se voit devenir Charles le bâtard de Pépin et doit mériter sa place, comme les autres, comme tous les Francs, par l'apprentissage de la guerre. Dans son enfance, il endure donc l'humiliation, la marginalisation et les conspirations fomentées contre lui. Ce petit garçon, plus fort que les autres, ne revendique rien, mais son talent parle pour lui. À l'entraînement, puis, très vite, sur le champ de bataille, il développe une détermination féroce, une résilience inébranlable et un sens aigu du leadership. Dans ce jeune royaume, aux influences nombreuses, Charles est indomptable comme un Gaulois, stratège comme l'étaient les Romains, et surtout fort et fier, comme son père le chef des Francs. Ses frères d'armes comprennent doucement que, bien que cette pensée soit trahison, que tout bâtard qu'il soit, un homme forgé par l'adversité est un homme qui est fait pour commander. Pendant ce temps, bien loin au sud, un autre monde se forme. Cela fait seulement 100 ans qu'une nouvelle croyance émerge depuis le soleil brûlant d'Arabie, autour de la figure mystique d'un chef bédouin que les Arabes appellent le prophète. Et les adorateurs du désert étendent leur influence à une vitesse prodigieuse, leur foi est inébranlable, ils ne craignent pas la mort, et leur petite tribu ne se transforme pas en un empire puissant grâce à de sages paroles, mais par la voie du sabre.
Et le monde entier comprend très vite que les nouveaux Arabes ne viennent plus comme avant pour commercer à dos de chameau ou raconter des contes merveilleux, mais viennent conquérir et soumettre à cheval. Leur cavalerie légère est rapide et frappe de toutes parts. Leur stratégie terrifiante de frappe d'harcèlement par vagues décompose et brise ceux qui les affrontent. Et pendant que Pépin étend son influence sur la France, ses cousins les Wisigoths, les fiers guerriers établis sur l'Hispanie font face aux cavaliers arabes. Ils perdent les batailles, surpris par la vitesse, la stratégie et le nombre des soldats mahométains. Ils sont vaincus, puis réduits en esclaves pour servir les princes du désert. Très vite, le royaume des Wisigoths, l'Hispanie, n'est plus. La lignée des Wisigoths est détruite, et désormais cette terre chrétienne devient Al-Andalouse. Le peuple vaincu est réduit au statut de dhimmi, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone qui doivent payer un impôt pour conserver le droit de prier le Christ. Une relative preuve de clémence de la part des conquérants des sables qui ont l'habitude de castrer et enchaîner les vaincus à la guerre, puis envoyer leurs femmes dans les nombreux harems de leurs princes. Les plus belles cathédrales sont converties en mosquées. L'appel à la prière remplace le chant des cloches. La dynastie des Omeyyades sont à la tête d'un empire dynamique que rien n'arrête. Partis d'un désert il y a 100 ans, ils viennent de mettre fin au règne des puissants Wisigoths, et alors que le jeune Charles fait ses preuves contre les barbares germains de l'Est, l'empire islamique s'installe tranquillement aux portes du royaume des Francs. En 714, la nouvelle tombe. Pépin de Herstal meurt. Le peuple pleure ce grand guerrier qui protégeait le royaume, mais Plectrude, sa femme, elle, a l'esprit un peu trop clair. Son fils Théodebald n'a que 11 ans, mais il est le successeur légitime de Pépin. Alors elle place cet adolescent immature au pouvoir, et Plectrude, par l'intermédiaire de ses manigances et de son enfant, est enfin la maître du royaume. Elle ne laisse rien au hasard, et la seule ombre au tableau, le petit bâtard de son mari, dont on ne cesse de lui rapporter les prouesses au cours des repas de la cour, doit aussi être écartée au plus vite. Elle envoie donc ses hommes pour l'emprisonner. Le jeune Charles, qui a dépassé la vingtaine et qui n'avait rien revendiqué, se voit enchaîné devant ses amis, puis conduit dans un cachot sombre d'une des prisons de Plectrude, cette belle-mère qu'il a toujours détestée. Charles est écarté. De nombreuses tribus païennes à l'est tentent toujours d'envahir la France. Une menace plus grande encore prend des forces au sud à Al-Andalouse. Et le bon roi Dagobert boit et mange dans son château. Le royaume est divisé pendant que le pays est dirigé par un adolescent et son intrigante mère. La jeune France était si proche de l'anéantissement, et c'est alors que le destin aida nos ancêtres. Car un jour, peut-être grâce à un dieu qui veillait sur la France, ou peut-être par la chance, les gardiens de la cellule de Charles baissèrent la garde, et Charles, appelé par son destin, réussit à s'évader. Charles le bâtard devint un fugitif, qui s'enfuit retrouver ceux qu'il espérait être encore ses amis, les guerriers francs des royaumes du Nord, la terre de son père Pépin, en Austrasie. Et, dans un château froid, situé entre la France et la Belgique, les guerriers francs soucieux du destin d'un royaume en péril se réunirent. Et entre les vieilles pierres, aussi dures et épaisses que la fierté des chefs francs ici présents, on entendit ces discours décisifs. Le royaume court à sa perte. Plectrude et son gamin ne sont pas dignes de nous gouverner. Nous devons agir. Des barbares à l'est, un empire guerrier au sud, notre fin est proche, nous ne faisons rien. Plectrude n'est pas notre reine. Théobald n'est pas notre prince. Nous ne pouvons suivre qu'un chef.
et tous se tournèrent vers lui. Lui, Charles, je me fiche qu'il soit un bâtard. Il est le digne fils de Pépin, à qui nous prêtions allégeance ici, en Austrasie. Celui qui nous guidera vers la victoire et sauvera le royaume. Et, s'il ne veut pas être roi des Francs par respect pour la lignée de Clovis, alors, le Nord suivra Charles, le prince des Francs. Le roi du Nord!